Des employés pathétiques comme vous ne méritent pas la réussite. Le message a percuté l'écran de mon téléphone au moment même où Raphaël Nadal servait pour le titre sur le court Philippe Chatrier. Je m'appelle Julien Mercier. J'ai 41 ans et je venais d'être licencié par SMS alors que j'étais assis au bord du court pour la finale de Roland-Garros, à Paris. Le message venait de Marc Delattre, mon supérieur chez Delcor Conseil, un cabinet de conseil en stratégie numérique basé à Lyon, où j'occupais depuis 6 ans le poste de directeur du développement stratégique international. 6 années à bâtir des relations, signer des contrats et générer un chiffre d'affaires qui assurait la rentabilité de notre division Europe. 6 années à manquer les dîners en famille pour répondre à des appels de dirigeants à Bruxelles ou à Berlin. 6 années de loyauté envers une entreprise qui venait de me jeter comme une serviette usagée. Je suis resté figé devant l'écran pendant une dizaine de secondes. Tout autour, le stade explosait alors que Nadal remportait l'échange, mais pour moi, tout était devenu silencieux. Puis un second message est apparu aussitôt. Vous êtes licencié. Veuillez vider votre bureau d'ici lundi. Pas de coup de fil. Pas de rendez-vous. Aucune explication. Juste une façon lâche de mettre fin à une carrière, pendant ce qui aurait dû être un voyage de récompense bien mérité. J'avais gagné ce voyage à Paris en décrochant, 8 mois plus tôt, le contrat le plus important de l'histoire de notre entreprise. Synapse Technologies avait signé un accord de 3 ans pour un montant de 11 millions d'euros en prestations de conseil. Marc m'avait personnellement remis les billets pour Roland-Garros lors de notre réunion trimestrielle, m'avait serré la main devant toute l'équipe et m'avait désigné comme l'avenir du développement international. Et maintenant, il m'envoyait des textos comme un adolescent qui rompt par téléphone. L'homme assis à côté de moi dans la loge VIP m'observa discrètement. Il était plus âgé, peut-être 55 ans, portait une montre haut de gamme et arborait l'air serein de quelqu'un qui est habitué au cercle d'influence. Son visage me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à le replacer tout de suite. « Tout va bien ?» demanda-t-il à voix basse, avec un accent britannique bien prononcé. Je l'examinais avec plus d'attention. Et soudain, la reconnaissance me frappa comme une douche froide. Gérard Bellange, PDG d'Euronova Conseil, notre principal concurrent sur le marché du conseil technologique en Europe. Nous avions échangé brièvement lors d'un congrès à Amsterdam 2 ans auparavant. Mais je m'en souvenais parfaitement. Son entreprise essayait de capter nos clients depuis presque une décennie. « Rien de grave, juste du travail », dis-je en glissant mon téléphone dans ma poche. Mais quelque chose, dans mon instinct, me disait que ce moment allait avoir bien plus d'impact qu'un simple licenciement. Marc Delattre venait de commettre la plus grave erreur de sa carrière, et il ne le savait même pas encore. Le timing était parfait. J'avais construit la présence européenne de Delcor Conseil à partir de rien. Quand j'ai rejoint la société il y a 6 ans, nous n'avions aucun client à l'international, et notre nom était inconnu au-delà de la région lyonnaise. Marc m'avait recruté précisément pour changer cela, en me promettant des parts dans l'entreprise et des perspectives d'association qui ne se sont jamais concrétisées. Mon parcours venait de l'implémentation de logiciels d'entreprise, mais mon véritable atout, c'était ma capacité à comprendre les différences culturelles entre les entreprises européennes et américaines. J'ai passé 2 ans à perfectionner mon allemand et mon anglais, à voyager en permanence, à créer des liens solides avec des décideurs dans 12 pays. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes. En 6 ans, j'avais signé 43 contrats majeurs représentant un chiffre d'affaires cumulé de 74 millions d'euros. La division européenne représentait désormais 38 du chiffre d'affaires total de Delcor. Mais Marc avait toujours été menacé par mes succès. C'était le genre de dirigeant qui voulait tout le mérite des victoires et qui rejetait les échecs sur les autres. Quand Synapse avait initialement refusé notre proposition, 18 mois plus tôt, Marc avait publiquement affirmé que c'était à cause de mon incapacité à comprendre leurs attentes culturelles. Quand j'ai finalement réussi à récupérer le contrat avec une stratégie entièrement revue, Marc l'a présenté au comité de direction comme le fruit de son propre leadership. Les signaux d'alerte s'étaient pourtant accumulés depuis des mois. Il avait cessé de m'inviter aux réunions du comité exécutif. Puis, sans m'en parler, il avait recruté son neveu, Thomas Delattre, au poste de directeur adjoint des relations européennes.
Thomas n'avait aucune expérience à l'international, ne parlait que le français, mais il était de la famille. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que Marc prenait directement des appels clients qui auraient dû passer par moi. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a répondu qu'il cherchait à rationaliser les échanges et que je ne devais pas me mêler de décisions au-dessus de mon niveau hiérarchique. Ma femme, Claire, avait remarqué mon changement d'attitude. « Il te prépare un sale coup », m'a-t-elle dit après que je lui ai parlé de l'histoire du neveu. Les hommes comme lui ne font entrer la famille que quand ils s'apprêtent à évincer quelqu'un. J'avais balayé ses inquiétudes. Après 6 ans à générer du chiffre d'affaires et à construire l'activité européenne, je pensais ma position inébranlable. J'avais des relations clients trop solides pour être remplacé du jour au lendemain. Je possédais une connaissance intime des marchés européens dont Marc dépendait. Je me trompais. Ce que j'ignorais, c'est que Thomas avait discrètement œuvré pour saper mes relations avec les clients. Il avait convaincu Marc que j'étais trop intégré à la culture locale, au point de faire passer les intérêts des clients européens avant ceux du groupe. Il avait même suggéré que mes voyages étaient superflus et que la plupart de mes responsabilités pouvaient être assurées à distance, depuis le siège à Lyon. Le séjour à Roland-Garros était censé être une récompense. Mais en réalité, il servait simplement à m'éloigner physiquement pendant qu'il préparait mon licenciement. Sauf que Marc avait commis une erreur stratégique majeure. Il m'avait licencié alors que j'étais assis à côté du seul homme capable de transformer cette manœuvre de pouvoir en désastre commercial. Je repris mon téléphone et relus les messages de Marc. Les mots paraissaient encore plus insultants la 2e fois. « Des employés comme toi ne méritent pas de réussir. » L'arrogance était révoltante. Gérard Bellange continuait de suivre le match, mais je sentais que son attention s'était légèrement portée vers moi. C'était le genre de dirigeant à qui rien n'échappe, et ma réaction au message avait été visiblement trop expressive. Le poids de ce qui venait de se passer commençait à me frapper. Marc ne m'avait pas seulement licencié, il m'avait humilié. Le timing était pensé pour me nuire au maximum. En me renvoyant pendant que j'étais à Paris, il m'empêchait de me défendre, de rassembler des documents ou de contacter des clients avant que la rumeur ne se propage au bureau. Mais alors que je regardais Nadal lever les bras pour fêter sa victoire, quelque chose se transforma en moi. Le choc et la blessure initiale se muaient en quelque chose de plus froid, plus déterminé. Marc m'avait sous-estimé. Totalement. Je pensais à mes clients. Synapse Technologies avait exigé que je reste leur interlocuteur principal pendant toute la durée du contrat. Klaus Vabre, chez Citelec Industries, m'avait dit le mois dernier qu'il me considérait comme irremplaçable. Et Marie Dubois, chez AlphaGest Solutions, faisait pression pour prolonger notre contrat, uniquement parce qu'elle faisait confiance à ma supervision de leur transformation numérique. Ce n'était pas de simples relations commerciales. C'étaient des partenariats construits sur 6 années de confiance, de compétences et de compréhension interculturelle. Marc croyait pouvoir simplement récupérer tout cela en me remplaçant par son neveu. Il allait apprendre que c'était loin d'être aussi simple. Je jetai un coup d'œil vers Gérard Bellange. Euronova cherchait depuis des années à s'implanter sur le marché du conseil aux entreprises aux États-Unis. Mais elle manquait de contacts clients et de compréhension culturelle pour rivaliser avec des cabinets établis comme Delcor Conseil. Et si elle obtenait soudainement les deux? La foule commençait à quitter les gradins. La cérémonie de remise du trophée venait de se terminer. Gérard se leva, s'étira légèrement, puis me regarda droit dans les yeux. « Pardonnez-moi si je suis indiscret, » dit-il, « mais vous avez l'air d'un homme qui vient de recevoir de très mauvaises nouvelles. » Je pris une décision à cet instant, une décision qui allait tout changer. « En réalité, » dis-je en me levant et en lui tendant la main, « je pense que je viens de recevoir la meilleure nouvelle de toute ma carrière. Je m'appelle Julien Mercier, ex-Delcor Conseil. » Il sourit et me serra la main fermement. Gérard Bellange. Euronova. Et je crois que ce « ex » va bientôt prendre tout son sens. Gérard Bellange, Euronova Conseil. Et je pense que ce « ex-Delcor » va bientôt prendre tout son sens, dit-il avec un sourire. Je sortis mon téléphone et lui montrai les messages de Marc. Il les lut 2 fois, son expression devenant de plus en plus attentive à chaque mot.
Eh bien, dit-il enfin, le timing est exceptionnel. Auriez-vous envie de poursuivre cette conversation autour d'un dîner? Je connais un excellent restaurant près du Louvre. Le jeu ne faisait que commencer. Et Marc n'avait pas la moindre idée qu'il allait tout perdre. Le dimanche soir, j'étais de retour à Lyon, avec une offre de poste de la part d'Euronova qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Gérard avait été clair. Il voulait que je prenne la tête de leur expansion en Amérique du Nord. Il me proposait une augmentation de salaire de 30, ainsi qu'un accès au capital. Tout ce que Marc m'avait promis, sans jamais tenir parole. Le lundi matin était gris, avec ce froid humide qui traverse les manteaux. Je suis entré dans les locaux de Delcor Conseil en sachant que ce serait la dernière fois. Marc m'attendait dans la salle de réunion avec Thomas et notre responsable RH, Patricia Vautier. « Julien, dit-il d'un ton faussement jovial. Alors comment était Paris ? Instructif, répondis-je en prenant place. Patricia glissa un dossier de rupture conventionnelle de l'autre côté de la table. Indemnité standard, clause de non-concurrence, restitution du matériel. Rien de généreux, mais rien d'illégal non plus, dit Marc. Nous avons décidé de réorganiser le pôle Europe sous la direction de Thomas. Vos services ne sont plus requis. Thomas était là, arborant un sourire satisfait, comme s'il venait de remporter un concours. Il avait 26 ans, un master d'une école de commerce peu reconnue et strictement aucune expérience à l'international. « Et mes clients ?» demandai-je. « Ce sont des comptes de l'entreprise », répondit Marc. Thomas reprendra toutes les relations en Europe à partir d'aujourd'hui. Je signai les documents sans discuter. Marc sembla surpris de mon calme. Je dois dire, Julien, je m'attendais à plus de résistance de votre part. C'est rafraîchissant. Inutile de lutter contre l'inévitable, dis-je en me levant et en lui serrant la main. Je vous souhaite bonne chance sur le marché européen. Ce que Marc ignorait, c'est que j'avais passé le dimanche à passer des appels. Non, pas encore aux clients, cela viendrait plus tard, mais à mon avocat. J'avais relu mon contrat et confirmé que ma clause de non-concurrence ne s'appliquait qu'aux concurrents directs basés en Auvergne-Rhône-Alpes. Euronova était basé à Paris. Je vidais mon bureau pendant que Thomas m'observait de l'autre bout de l'open space. Il s'installa à mon ancien poste, parlant fort de stratégie européenne à quiconque voulait l'écouter. Le numéro était pathétique, mais je le laissais faire. Le vrai désastre commença le mardi matin. Klaus Vabre, de chez Citelec Industries, appela le standard pour me parler d'un avenant au contrat. Patricia transféra l'appel à Thomas, qui passa 15 minutes à tenter d'expliquer pourquoi il était désormais l'interlocuteur principal. Klaus raccrocha, puis m'appela immédiatement sur mon portable personnel. « Julien, que se passe-t-il chez vous ? Ce jeune homme ne comprend rien à notre accord. » « Il y a eu quelques changements internes, » lui répondis-je. « Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais je vous recontacterai rapidement. » 3 autres clients appelèrent la même semaine. Marie Dubois fut la plus directe. « Si vous ne travaillez plus chez Delcor Conseil, nous devons renégocier immédiatement notre contrat. » Le jeudi, Marc commença à paniquer. Il m'appela 6 fois, me laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés, parlant de malentendus et de décisions précipitées. Apparemment, Thomas avait déjà réussi à offenser 2 clients et à saboter une visioconférence avec un prospect important. Le coup de grâce arriva le vendredi matin. Synapse Technologies envoya une lettre recommandée pour résilier leur contrat de 11 millions d'euros, en invoquant des changements significatifs dans la gestion de leurs comptes. Le soir même, Marc se présenta chez moi. « C'est absurde, Julien. Tu détruis des années de relations par vengeance. » « Je ne détruis rien, Marc, répondis-je. Je ne suis simplement plus disponible pour te sauver de l'incompétence de ton neveu. Il me fixa, blême. « Qu'est-ce que tu veux ? Plus d'argent ? Un meilleur poste ? » « Je ne veux rien de toi, Marc. Tu as fait ton choix à Paris. » Il quitta l'appartement avec le regard de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait commis une erreur irréversible. Mais c'était trop tard. Les dés étaient jetés. Et moi, je ne faisais que commencer. Le samedi matin, je reçus un appel de Patricia Vautier.
Elle avait la voix fatiguée. Julien, j'ai besoin de te poser une question en toute confidentialité. Est-ce que tu étais au courant pour l'embauche de Thomas avant que ce soit annoncé? Non, pourquoi? Parce que je suis en train de revoir les dossiers RH, et certaines choses ne collent pas. Marc a antidaté le contrat de Thomas à 3 mois en arrière, mais il n'a commencé que depuis 2 semaines. Et son salaire est supérieur au tien. C'était une information nouvelle. J'avais cru que l'embauche de Thomas n'était qu'un simple acte de népotisme, mais Patricia mettait en lumière une stratégie bien plus calculée. Tu as trouvé autre chose? Marc intercepte tes emails clients depuis 6 semaines. Il a mis en place une redirection automatique vers sa propre boîte. Et il raconte aux autres que tu avais prévu de quitter l'entreprise de toute façon. L'image devenait claire. Il ne s'agissait pas d'un licenciement impulsif, mais d'un plan soigneusement préparé sur plusieurs mois. Discréditer mon rôle, effacer ma légitimité, puis placer Thomas en faux successeur. Le séjour à Roland-Garros n'avait jamais été une récompense. C'était simplement un moyen de m'éloigner pendant qu'il finalisait la transition. Il y a autre chose, reprit Patricia. Marc est en train de négocier avec un cabinet berlinois pour leur céder notre portefeuille clients européens. Il leur a dit que tu étais instable et que l'entreprise avait besoin d'un management plus professionnel pour ses relations internationales. Tout s'éclairait. Marc ne cherchait pas seulement à me remplacer par son neveu. Il préparait la revente de toute la division européenne et espérait en tirer un bénéfice personnel en s'attribuant le mérite du travail que j'avais bâti. Et c'est prévu pour quand? Le protocole d'accord a été signé il y a 2 semaines. Le transfert complet est prévu pour le mois prochain. Le plan était net. Me virer, mettre Thomas en place comme pantin et vendre toute l'unité à une société allemande. Thomas toucherait sans doute une prime et une lettre de recommandation. Et Marc passerait pour un stratège visionnaire ayant brillamment monétisé l'expansion européenne. Mais il avait oublié un détail. Les clients. La culture d'affaires européenne repose sur les relations humaines et la continuité. Klaus Vabre n'allait pas faire confiance à un cabinet allemand inconnu juste parce que Marc Delattre l'avait décidé. Marie Dubois résilierait son contrat avant de traiter avec des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés. Quant au laboratoire pharmaceutique norvégien avec lequel nous étions en pleine négociation, il se retirerait immédiatement. Marc avait calculé la valeur financière des contrats, mais il n'avait absolument rien compris à ce qui faisait réellement leur valeur. Je composais le numéro de Gérard Bellange, à Paris. Gérard, il faut qu'on accélère notre calendrier. Quelque chose de sérieux se passe chez Delcor. Quel genre de quelque chose? Je lui expliquai le plan de revente de Marc. Il resta silencieux un long moment. C'est parfait pour nous, finit-il par dire. S'il est prêt à vendre, c'est qu'il a déjà abandonné toute gestion relationnelle. Et si les clients sont mécontents de la transition, ils chercheront une alternative. Exactement. Tu peux commencer quand? Je peux être à Paris mercredi. Parfait. Je demande à notre service juridique de préparer ton contrat. Et Julien, commence déjà à dresser la liste de tous les clients que tu peux faire suivre. Nous allons transformer le grand plan de Marc en la meilleure opportunité que notre cabinet ait jamais reçue. Marc croyait jouer aux échecs. Il venait de remettre à son adversaire toutes les pièces du plateau. Le mardi soir, j'étais à Paris. Et le mercredi matin, j'étais assis dans le bureau de Gérard pour finaliser mon contrat. Les conditions étaient meilleures que prévues. Directeur des opérations pour l'Amérique du Nord, participation au capital, autonomie complète dans la gestion client. Gérard avait fait ses devoirs. Euronova cherchait à entrer sur le marché américain depuis 3 ans, mais elle n'avait ni les relations, ni la connaissance culturelle pour concurrencer les cabinets établis. Mon arrivée réglait ces 2 problèmes instantanément. Ton timing est remarquable, dit Gérard en parcourant le contrat. Nous avons posé les bases de notre infrastructure américaine, mais il nous manquait quelqu'un qui comprend les 2 mondes. Dès le jeudi, j'étais au téléphone. Mon premier appel fut pour Klaus Vabre. Je lui expliquai que j'avais rejoint Euronova et que je continuerais à gérer son projet depuis Paris. C'est bien mieux ainsi, dit-il. Euronova a une excellente réputation. Quand peut-on transférer le contrat? Notre service juridique vous contactera la semaine prochaine.
Marie Dubois fut tout aussi réceptive. Elle était excédée par l'incompétence de Thomas et soulagée d'apprendre que je restais aux commandes de son dossier. « Enfin quelqu'un qui comprend notre activité », dit-elle. « Envoyez-moi les documents de transfert dès que possible. » L'entreprise pharmaceutique norvégienne fut plus prudente, mais accepta un rendez-vous. Le contrat potentiel que Marc croyait avoir déjà cédé à Berlin était toujours sur la table. Le contrat de 11 millions d'euros que Marc croyait avoir sécurisé avec le cabinet berlinois était en réalité encore totalement disponible. Dès le vendredi, j'avais obtenu des accords de transfert avec 6 clients majeurs, représentant un chiffre d'affaires cumulé de 39 millions d'euros. 3 autres clients souhaitaient prendre rendez-vous pour envisager un changement de prestataire. Marc n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Thomas, de son côté, s'acharnait à convaincre les clients qu'il était capable de gérer leur projet. Pendant que Marc finalisait les détails du contrat avec le cabinet allemand, le piège se refermait parfaitement. Le lundi matin, c'était le chaos chez Delcor Conseil. L'équipe juridique de Klaus Wabre adressa 3 lettres de résiliation. Marie Dubois demanda la restitution immédiate de tous les documents confidentiels. Le laboratoire pharmaceutique norvégien annula purement et simplement la réunion de négociation. À 9 heures, Marc m'appela. « Mais qu'est-ce que tu fais, Julien ? » « Je travaille pour Euronova maintenant. Ce sont mes clients qui ont choisi de me suivre. »« Tu n'as pas le droit. Tu es soumis à une clause de non-concurrence. » J'ai vérifié avec mon avocat. Euronova est basée à Paris, pas à Lyon. La clause ne s'applique pas aux entreprises hors région. Un long silence. 30 secondes peut-être. « Tu es en train de détruire notre division Europe. » « Non, Marc. Tu l'as détruite le jour où tu m'as licencié par SMS. Moi, je ne fais qu'aider mes clients à trouver un service de meilleure qualité. » Le mardi, d'autres lettres de résiliation arrivèrent. Le mercredi, le cabinet berlinois commença à poser des questions sérieuses sur la valeur réelle d'une division européenne. Sans clients. Jeudi matin, Patricia Vautier m'appela de nouveau. Marc est en train de perdre pied. L'accord avec les Allemands s'effondre. Thomas a démissionné hier. Et maintenant, le conseil d'administration exige des explications. Quel genre d'explications ? Comment on a pu perdre 70 du chiffre d'affaires européen en une semaine ? Le vendredi après-midi, Gérard m'appela avec une excellente nouvelle. Le laboratoire norvégien veut aller de l'avant avec nous. Il propose 14 millions d'euros sur 3 ans. Parfait. Et Julien ? J'ai reçu un appel très intéressant. Patricia Vautier. Elle souhaiterait discuter d'une opportunité chez Euronova. L'empire de Marc s'effondrait, et les meilleurs talents quittèrent le navire avant qu'il ne coule définitivement. L'homme qui m'avait traité de pathétique allait découvrir ce qu'est réellement l'échec. Le coup de grâce tomba exactement 3 semaines après mon licenciement à Paris. Gérard me convoqua dans son bureau avec un sourire discret. Le conseil d'administration de Delcor vient de voter la révocation de Marc Delattre du poste de directeur régional. Apparemment, perdre 80 millions d'euros en contrat est un motif suffisant. Je ressentis une satisfaction silencieuse, mais pas de joie. Marc l'avait bien cherché, par arrogance, par orgueil et par incompétence. Et ce n'est pas tout, ajouta Gérard. Thomas raconte à qui veut l'entendre que tu as saboté la division européenne par vengeance. Certains de tes anciens collègues commencent à poser des questions sur sa version des faits. Laisse-moi deviner. Ils prétendent que j'ai volé des clients ? Exactement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Patricia a tout documenté. Les redirections d'emails, les contrats antidatés, le projet de cession à Berlin. Elle est prête à témoigner que Marc préparait mon éviction depuis des mois. L'ironie était parfaite. Le plan méthodique de Marc avait créé une trace écrite irréfutable, prouvant que ses actions étaient préméditées, pas impulsives. S'il m'avait simplement licencié honnêtement, il aurait peut-être sauvé quelques clients. Mais sa manipulation avait rendu mon départ totalement légitime aux yeux de tous. « Et maintenant ?» demandai-je. « Patricia commence chez nous le mois prochain, en tant que responsable des opérations européennes. Klaus Wabre nous recommande à 2 entreprises à Munich. Et le partenariat avec le laboratoire norvégien est en train de s'étendre à leur filiale d'Oslo. Le message que Marc m'avait envoyé de Paris lui avait tout coûté. Son poste, sa réputation.
et la division qu'il avait tenté de me voler. Pendant ce temps, Euronova avait solidement posé ses bases sur le marché nord-américain, avec plus de 90 millions d'euros de revenus potentiels. La justice avait été rendue, discrètement, proprement et entièrement. 6 mois plus tard, je parcourais les rapports trimestriels dans mon bureau à Paris, quand Claire m'appela de Lyon. « Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé hier au supermarché. »« Qui ça ?»« Marc Delattre. Il mettait les courses en sac dans un Intermarché près de notre ancien appartement. Il avait l'air brisé. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Ruiner la carrière de quelqu'un n'apporte aucune paix durable, même quand la personne le mérite. Mais j'avais appris quelque chose de précieux, sur la loyauté, sur le timing, et surtout sur l'importance de traiter les gens avec un minimum de respect. Euronova avait dépassé toutes les attentes. Nous avions conquis 14 grands comptes américains et ouvert de nouveaux bureaux à Boston et à Seattle. Le contrat avec le laboratoire norvégien s'était transformé en partenariat, couvrant désormais 5 pays. Mais plus que tout, j'avais enfin trouvé une entreprise qui valorisait la compétence et non la politique interne. Gérard me traitait comme un associé à part entière, pas comme une menace pour son autorité. Notre réussite était collective, pas un jeu à somme nulle. Au printemps, Claire m'a rejoint à Paris. Nous avons acheté une maison à Montmartre et avons commencé à parler d'enfants. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment de construire quelque chose de durable, et non simplement de survivre dans l'ombre de l'ambition des autres. Le tournoi de Roland-Garros revint en juin. Gérard m'offrit de nouveau des billets, mais cette fois, j'étais dans la loge de prestige que notre entreprise avait achetée. Rafael Nadal remporta ce jour-là son 14e titre à Paris. Lorsqu'il leva la coupe, je pensais à tout ce qui avait changé dans ma vie en un an à peine. Parfois, ce que l'on croit être la pire chose qui puisse nous arriver se révèle être la meilleure. Le message de licenciement de Marc m'avait libéré, même si ce n'était pas son intention. Je ne l'ai jamais remercié pour cela, mais peut-être que je devrais.